Bienvenue. Et donc on commence. Et oui, donc je m'appelle Sergueï, je travaille avec 4 de France. Et aujourd'hui on va parler du KD, du SQL, SQL dans KD, de KD dans SQL et tous les deux ensemble et à part. Par contre, vous avez bien noté, j'ai bien changé les titres de la présentation. Ils sont très sympas, ils ont noté là sur l'écran. C'est quoi le nom officiel quand est-ce qu'il faut utiliser SQL? Voilà. C'est jamais j'ai reçu cette question-là. D'accord? La question toujours, dis-moi tout de suite, là maintenant, là, qui est mieux, KD ou SQL? D'accord? Il y a toujours cette notion de bataille. Moi, je suis sûr KD est mieux, moi je suis sûr SQL est mieux. Voilà, n'importe quoi. Donc, officiellement, c'est ça. En réalité, c'est ça. Par contre, moi, quand c'était en V11 quand SQL était disponible pour la première fois, et tout de suite il y avait la question dès que SQL est disponible, dis-moi tout de suite, Sergueï, est-ce que je dois utiliser SQL tout de suite? Est-ce qu'il est mieux que 4D? Je sais, c'est un choc. C'est choquant qu'il y a une question comme ça. Mais en fait, pour moi, la question est totalement bête, ça n'a aucun sens. En fait, c'est comme si quelqu'un me pose des questions, est-ce que j'utilise un tournevis à plat ou un tournevis Philips, d'accord? En fait, chaque outil est bien pour un problème en particulier, d'accord? Donc aujourd'hui, ne comptez pas sur moi de vous donner une réponse que KD est mieux que SQL ou que SQL est mieux que KD. Parce qu'il y a des cas où, moi, j'aurais une tendance de dire qu'il faut plutôt utiliser SQL. Et il y a des autres cas où, moi, je dirais tout de suite que, franchement, même si on peut le faire avec SQL, c'est pas la peine, parce qu'il y a c'est un avantage qu'on va avoir avec 4D, avec langage 4D. Quand je parle à SQL 4D, c'est SQL avec langage 4D. Donc, il y a plusieurs côtés par lesquels on peut attaquer le problème, et principalement, on peut commencer par en fait 3 types d'applications qu'on peut créer. Et le tout premier, c'est oui, j'ai eu du mal. Pardon. J'ai du mal de traduire ça, c'est dommage, mais j'ai traduit tout en français et j'ai pas de slide. C'est pas grave. Donc, le premier type d'application qu'on peut faire, c'est un truc classique, connu, c'est une application qui a des clients, qui a des serveurs. D'accord? C'est bien connu par tout le monde. C'est un client qui se connecte au serveur. Toutes les données sont connectées à des serveurs. Et donc, les avantages sont énormes, bien sûr, parce qu'il y a tout... non, pas tout de suite. Il y a tout qui va avec. D'accord? On a l'habitude de tous les automatismes, toutes les API, toute la beauté, toute la magie de KD, elle est dispo tout de suite au bout du doigt. D'accord? Mais aussi au bout du doigt, il y a plein de problèmes qui vont avec. Donc on est bien limité à une instance du serveur. D'accord? Donc le puissance CPU qui est là, il est là juste pour nous, mais on est limité à cette boîte en métal et il n'y a rien d'autre. Au niveau de mémoire, c'est pareil. Donc, si vous avez 300 utilisateurs, ça charge bien le serveur. Si vous voulez rajouter 1 ou 2 plus, on peut le faire. Par contre, si vous voulez doubler tout de suite le nombre d'utilisateurs, ce ne sera pas évident. Et donc, ça, c'est d'un point de vue d'autre côté, il y a un truc qui est complètement... Waouh, ce ne sera pas facile avec anglais et français. Tout à l'heure, je le fais. Opposite. Un truc... opposé. Voilà. On va faire une session ensemble, d'accord? On va faire traduction en même temps, simultanée, voilà. De l'autre côté, il y a les applis qui sont complètement déconnectées, d'accord? Les applis qui, en fait, c'est pas un KD client du tout. C'est une application à part, standalone. C'est une application qui ne connecte pas autant qu'un client KD au KD serveur. Et je dis ça juste comme ça, comme si c'est facile. Et en fait, c'est facile parce que ça fait plusieurs années, depuis le sortie du moteur SQL en V11, j'insiste qu'on peut faire une application en utilisant uniquement SQL comme un moyen de communiquer avec le serveur, ou plusieurs serveurs même. Et il n'y a personne qui me croit.
Et c'est vrai que j'ai eu du mal en 2005, 2006, 2007, mais en 2008, je pense, pour la première fois aux États-Unis, j'ai eu un développeur qui était au Summit, un Américain qui vient d'Alaska. Il est venu me chercher pour poser une question. Par contre, il a dit, moi, il y avait une grande salle, il y avait tout le monde ensemble, comme ici, et il vient me parler, il dit, viens ici, là. J'ai une question à te poser, mais on ne va pas parler ici parce qu'ils ne vont pas me comprendre, ils vont me tuer. Donc on est parti dans les petits coins, en cachette. Il m'a montré sa application. Et en fait, c'était une application qu'il a fait dès le début, en utilisant uniquement SQL. D'accord ? Donc c'était pour la première fois, c'est un exemple où un développeur, il a évalué ses options, d'accord ? Parce qu'il avait certains contraintes. Et donc il a dit, je peux faire mon code en KD, mais ça ne marchera pas. Je vais expliquer pourquoi, mais il dit que ça ne marchera pas. Donc j'ai commencé à faire un SQL. Et c'était un test, il a juste un proof of concept, donc il a commencé à le faire, ça marchait, il a rajouté un truc, ça marchait, il a rajouté quelque chose d'autre, ça marchait. Donc petit à petit, il a commencé de migrer l'application qu'il avait et de rajouter de nouvelles choses. Et au final, il a eu une application complète, assez complexe, qui fonctionne bien. Il y a plusieurs dizaines d'utilisateurs, même plus, je ne sais pas combien de postes il a en production. Et en fait, pourquoi il l'a fait comme ça ? Donc, premièrement, déjà, c'est possible, d'accord ? On peut noter, on peut faire une application 4D qui parle uniquement avec les serveurs SQL sans aucun base de données KD. Pourquoi il l'a fait ? Parce qu'en Alaska, il gère une compagnie aérienne d'Alaska. Tous les vols, tous les achats, les ventes de billets, le transport, les infos GPS de chaque avion en temps réel, tout. D'accord ? C'est une petite compagnie d'Alaska, c'est pas énorme, mais quand même, il y a pas mal des infos. Et en plus, il a besoin les infos de GPS, ça vient pas de chez lui, en fait, il y a une agence, c'est important, aux États-Unis, et c'est eux qui exposent les données en SQL par rapport aux données GPS, où sont les avions, qu'est-ce que c'est l'état, etc., l'auteur. Le petit problème, que assez souvent en Alaska, il fait moins 30, d'accord, des fois moins 40. Et tout ce qu'ils ont, c'est la fibre qui est posée dans la terre, mais vu que c'est Alaska, en fait, c'est posé dans la glace, pratiquement. Et donc, dès que la température descend à moins 30 ou plus bas, en fait, ça ne marche pas du tout. En fait, il n'y a plus de signal. Même si c'était de la lumière qui passe, j'ai l'impression que la lumière est gelée et ça ne marche plus. Et donc, quand il a commencé à faire l'application, certaines parties fonctionnaient, mais en fait, dans l'application, il y a une partie qui est locale pour le centre de contrôle pour chaque ville, mais après, il y a une partie qui communique avec les autres villes, et une partie qui communique avec les services externes pour en fait récupérer tout ce qui est les infos de circulation des avions. Une fois gelé, une fois la température tombe, en fait, il a l'appli qui fonctionne encore en local, sauf qu'au niveau des infos externes, il n'a plus rien, parce que déjà de base, sa vitesse, il est limité à 4 mégabits, je crois, mais ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, le maximum c'est 2 mégabits. Et en réalité, la plupart du temps, il est à 512 ou même pas. Et ça marche très mal. Et plus bas la température descend, ça marche pire en pire. Et une fois, ça marche pas, les clients se déconnectent, parce qu'au tout début, il avait un client en KD, un client classique. Ça marche plus du tout. Et donc, il n'a pas d'infos externes. Et en plus, les agents, ils ont du mal à vendre les billets, parce que ça se peut qu'ils voient qu'ici, en local, il y a encore 3 places disponibles. Sauf qu'il y a quelqu'un d'autre qui, dans les villes à côté, il a déjà acheté ces 3 places. Mais vu qu'il n'y a plus de communication, il est perdu. Donc, il avait pas mal de problèmes comme ça, où les avions étaient survendus, où il y avait des infos, où il y avait des vols, pareil, les vols qui étaient annulés à cause des conditions météo, sauf qu'il n'était pas au courant, parce qu'il n'y a aucun lien avec le monde externe. Donc ils continuent à vendre, les agents continuent à vendre les billets pour aller quelque part, mais il n'y avait pas d'avion. Bon, pas top, on est d'accord. Et voilà, donc il a fait un exemple d'une appli qui fonctionne tout à fait déconnecté du KD serveur.
Donc on peut avoir une appli qui est complètement connectée au serveur en classique, et l'autre type d'appli ou d'application où c'est une application qui tourne à part en fait, c'est pas un client, c'est un appli mono. Et bien sûr, le troisième type d'application, c'est une application qui fait les deux en même temps. C'est une application, c'est un KDE client, qui se connecte au serveur. Et ça peut être juste une connexion pour des raisons d'identification, par exemple. Ça peut être juste pour découvrir qu'est-ce qui sont les services disponibles sur le réseau, où il faut se connecter pour avoir des données, où il faut se connecter pour avoir les droits d'accès, où il faut se connecter pour retrouver les logs et tout ça, et les journaux. Mais ça peut être aussi bien un serveur énorme qui gère toutes les données, qui contient tout. Et en plus, il y a certains services qui sont exposés à part, sur les machines à part, qui sont exposés en façon différente. Ça peut être des moteurs SQL KDE ou non KDE, ça peut être des services HTTP, etc. Et donc, je décris ça parce que j'aime pas quand je suis posé une question comme ça, qu'est-ce qui est mieux, KDE ou SQL? Pour moi, c'est plutôt... Avant, j'essaie toujours de défendre SQL, ou de défendre KDE, ou expliquer, mais après, maintenant, quand je reçois une question comme ça, je réponds, je ne sais pas te dire. Tu me dis plutôt, quel est le problème? Qu'est-ce que la situation? Quelle est la situation? Qu'est-ce que c'est la configuration? Qu'est-ce que c'est les limitations au niveau de ressources? Qu'est-ce que c'est le nombre d'utilisateurs? Quel type d'activité? Qu'est-ce que c'est la plage de données? Est-ce que c'est quelques enregistrements? Est-ce qu'il y en a des millions d'enregistrements? Est-ce que la taille de ta machine par rapport au CPU, par rapport aux mémoires, etc. Et donc, la réponse, il est basé sur les contraintes d'environnement. Donc, on peut bien faire certaines choses en KDE, mais comme avec l'exemple de... comment il s'appelle, Gary en Alaska, des fois on a des contraintes où en fait on n'a pas de choix du tout. En fait pour lui c'était pas une question de choisir, alors je sais bien gérer KDE, donc est-ce que je fais un KDE, et en plus j'ai quand même pas mal d'expérience en SQL, est-ce que j'essaie de faire avec SQL? Non, pour lui c'était vraiment, je sais faire en KDE, mais en fait ça va pas marcher, parce que j'ai vu que mon client il déconnecte chaque 15 secondes. D'accord? Donc c'est quand même pas sympa de cliquer, poser une demande pour bloquer un ticket d'avion, et là, ça se déconnecte. On relance l'application, la demande, elle est déjà là, on peut valider la demande, et ça se déconnecte encore. Donc, il n'avait pas trop de choix, en fait. Alors, comme j'ai déjà parlé, avec le client qui est bien connecté, client classique, tout va bien avec. D'accord, toutes les API, toutes les librairies, tout ce que vous avez l'habitude déjà à utiliser, toute la magie de KDE, ça va avec. Sauf qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer par rapport au nombre d'utilisateurs que vous voulez supporter. D'accord? Et comme un fameux exemple d'Alaska, ça dépend de votre matériel, de l'état de réseau, et des fois des conditions qui en fait, qui sont pas sous votre contrôle. Alors, le client déconnecté, c'est très bien. D'accord? On peut faire tout ce qu'on veut. Et en fait, pour moi, le point le plus important, c'est qu'il y a pratiquement plus d'erreurs critiques. Il n'y a plus de cette notion d'erreur critique. Il n'y a pas de condition que peut mettre en danger la vie d'application. Okay? Donc, pareil, avec l'exemple d'application de gestion des avions en Alaska. Donc j'ai vu la première fois cette application en 2008, et après en fait chaque année il m'a montré, il a posé des questions, est-ce que je peux faire ça ou ça avec SQL, parce qu'il faut que je rajoute de fonctionnalités. Et il y avait une année où il a montré l'application déjà avec plein de choses qui marchent bien, sauf que nous on était, je crois, à Boston, au Summit aux US. Donc on est à Boston, toutes les données on est à Alaska. La connexion, il était en Wi-Fi de l'hôtel, qui n'était pas top du tout. Déjà, communiquer avec Alaska, c'était hyper lent. En plus, on rajoute un sous-couche de Wi-Fi par-dessus. Génial. Et il avait une version de... Comment dire? Une version, c'est pas un bêta, c'est une version de bug, version de test de l'application, avec pas mal des infos exposées pour lui.
avec pas mal de logs, de messages, de status, etc. Et donc il y a un toolbar, il avait un toolbar dans sa fenêtre principale qui se met en vert si tout va bien, et qui se met en rouge s'il y a des petits problèmes avec les requêtes, avec les données, n'importe lesquels les problèmes réseau. Il y avait un petit message en rouge pour dire que, attention, il y a un problème. Et donc, il m'a montré sa application. Il a se baladé pour me montrer les listes des vols. Il a montré un petit image d'avion qui se balade avec toutes les trajectoires, les coordonnées GPS qui sont mis à jour en temps réel. Et en fait, c'était le petit toolbar en bas. Ça n'arrêtait pas de clignoter. Rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Donc c'est à cause de communication avec Alaska qui était super lent, avec les vitesses pas super. Et en plus, on était sur Wi-Fi de l'hôtel, donc pareil, il y avait des pertes de connexion, de données. mais j'étais quand même impressionné parce que même si ça clignotait en permanence, pas une seule fois on avait un problème dans l'interface, dans le fonctionnement. D'accord ? Donc j'ai vu clair qu'il y a plein de problèmes avec des requêtes, sauf que pour lui derrière, il détecte qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, quand il n'est pas connecté autant qu'il y a des clients, s'il y a un problème de connexion, un problème d'une requête, ça devient une erreur normale. C'est-à-dire qu'il a installé on error call, je ne sais pas comment on va traduire en son cause. Voilà, une méthode qui gère les erreurs. Et donc pour lui, n'importe quelle erreur de réseau, ça devient en fait un petit problème qui n'est pas compliqué à gérer, parce qu'il sait bien que la communication n'est pas stable pour lui. Donc il gère l'erreur. S'il y a une connexion, il essaie de reconnecter. S'il y a un problème de connexion, il essaie de reconnecter. S'il y a une erreur pendant l'exécution d'une de ces requêtes, en fait, il accepte l'erreur et il refait la requête derrière. Donc même si le truc clignote en permanence en disant qu'il y a des erreurs partout et tout le temps, en fait, il les gère, il les accepte, il refait la requête derrière pour qu'en final, afficher les données qu'il faut. Et en fait, il a pris la fenêtre, il a bougé la fenêtre plus bas pour qu'on ne voit plus la petite toolbar en bas. Et c'est devenu une appli normale qui fonctionne, qui marche bien, qui affiche. Effectivement, des fois, quand il double-cliquait sur l'avion pour avoir les infos supplémentaires, ça prenait un peu plus de temps. Mais c'était, à la place d'une demi-seconde, c'était 1 seconde. D'accord ? Donc c'était une petite délai, mais à mon avis, c'est beaucoup mieux qu'un client qui se déconnecte tout de suite. Donc une application qui fonctionne avec un petit lenteur, c'est quand même beaucoup mieux que l'appli qui refuse de fonctionner du tout. Mais bien sûr, quand il a fait ça, il a dit qu'il a dû se faire un petit peu, même beaucoup au début, parce qu'il a perdu toute cette magie. Donc toutes les habitudes qu'il avait en utilisant les API 4D, c'était plus là. Parce qu'il était obligé de travailler pratiquement tout le temps avec les tableaux de données. Il n'y avait plus de sélection, donc il a travaillé avec les sets et avec les tableaux. Mais il ne pouvait plus facilement utiliser les sélections, il ne pouvait plus automatiquement utiliser les relations entre les tables automatiques. Donc il y avait quand même pas mal du code qu'il a dû écrire pour faire marcher l'application. Mais pareil, il a dit que c'était au départ, il a eu peur. Il a cru qu'il va faire plein de code qui va gérer tous les petits détails qui sont déjà gérés automatiquement par KD. Mais au final, il a dit que petit à petit, il a avancé et en fait, c'était pas si compliqué que ça. Donc il a bien réussi de faire marcher l'application assez costaud, assez riche en fonctionnalités, en utilisant SQL qui parle aux plusieurs serveurs 4D et non 4D. Et il a géré toutes ces données avec les tableaux. Et en fait, depuis, j'ai montré son application pendant une de mes sessions. Il a parlé avec les autres développeurs. Et en fait, j'ai vu pour la première fois, pareil, il n'y a personne qui a cru que ça peut marcher. Mais en fait, il a montré le code, il a montré qu'il n'a pas triché, qu'il n'y a pas de requête KD derrière, c'est vraiment du SQL partout. Donc il a tout montré, il a tout expliqué. Et après, chaque année plus tard, j'ai vu qu'effectivement, il y a des gens qui font la même chose. D'accord ? Donc c'est pas juste une phrase de marketing pour dire que oui, en théorie c'est possible, mais bon, essayez et peut-être ça va marcher. Non, en fait, il y a déjà beaucoup d'applications qui sont faites dans cette façon-là, et ça marche très bien. Alors, et donc pareil,
peut-être pas tout le monde a tellement contraint comme Gary en Alaska. Et donc, effectivement, peut-être on n'a pas vraiment besoin de refaire tout en SQL tout de suite. D'accord ? Et vous avez toujours du choix de décider et faire une appli hybride qui est vraiment une application qui a des clients, qui a des serveurs, d'accord, mais qui est capable aussi de communiquer avec les autres services. Donc, vous n'êtes pas forcément limité, vous n'êtes pas vraiment limité de rester toujours sur un seul serveur KD et garder tous vos données là-dedans. Et vous pouvez bien splitter les données, repartir sur plusieurs serveurs. Et ça va vous bien permettra d'augmenter éventuellement le nombre d'utilisateurs connectés, d'accord, et un peu diminuer la charge et l'utilisation de CPU sur le serveur principal. Alors, l'autre point qui est pour moi, là en fait, c'est pour une fois, c'est moi qui insiste vraiment que SQL est mieux que 4D, d'accord. C'est vraiment ces côtés presque, c'est visuel, c'est presque esthétique, moi je dirais. J'ai eu plein de cas et j'ai travaillé pas mal sur les bug fixes toutes ces années, et donc souvent je suis obligé de regarder et relire le code 4D de quelqu'un d'autre. Et je me trouve toujours que 80% du temps, juste avant d'arriver et passer 20% du temps vraiment sur la solution, je perds 80% du temps en essayant de parcourir le chemin d'exécution, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les tables, avec les sélections, avec l'état de chaque enregistrement, donc qu'est-ce que c'est l'enregistrement courant, de ce process courant. Donc il me manque ce côté visuel de qu'est-ce que c'est l'état de mes données et qu'est-ce que c'est l'état de mes tables. Et au final, quand je me trouve dans le debugger de 4D, sur la ligne vraiment du code qui va exécuter l'appel final, qui va préparer mes données, en fait, quand je vois cette ligne en 4D, je ne me rappelle jamais qu'est-ce qui est passé avant. Il y a plusieurs méthodes qui gèrent l'état, et surtout, ça arrive quand on gère les requêtes dynamiques. Parce que c'est quand même pas très souvent qu'on va coder dans le source. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le client ID numéro 125. On ne va jamais taper dans le code ID égale 125. On va quand même paramétriser le 125, on va paramétriser l'ID du client. Donc ça, c'est un petit paramètre. Après, il y a quelque part le deuxième paramètre. Après, on dit, en fait, si je fais une requête sur une table sur les ID, c'est pourquoi ça doit être limité au client, ou je peux utiliser une autre table. Donc je commence à paramétriser les champs et les tables. J'utilise les pointeurs vers les tables et vers les champs. Et donc petit à petit, je paramétrise la construction de mes requêtes en 4D. Et donc je crée plusieurs méthodes. Et donc petit à petit, cette pattern dynamique de mes requêtes, ça part un peu partout dans mes ressources. Et j'ai vraiment du mal de reconstruire l'état des données quand je lis le code de quelqu'un, même mon propre code. Très souvent, j'écris les tests unitaires ou une petite base qui va montrer la fonctionnalité. J'écris du code 4D, je la ferme, je la garde, et 6 mois plus tard, pour n'importe quelle raison, j'ai besoin de revoir cette base-là. J'ai besoin de rajouter des fonctionnalités, j'ai besoin de rajouter des tests, peu importe. J'ai besoin de rouvrir la base, regarder ce qui se passe, se rappeler qu'est-ce que j'ai écrit. Et donc, si c'est écrit en 4D, franchement, peut-être c'est vraiment personnel, mais j'ai posé la question à mes collègues, j'ai eu à peu près la même réponse. Je perds quand même pas mal du temps, même si c'était mon propre code que j'ai écrit il y a 6 mois, j'ai du mal à tout de suite voir, alors qu'est-ce que je fais ici là? Je suis obligé de parcourir la chaîne d'appel, de voir qu'est-ce que c'est mes sélections, qu'est-ce que c'est mes relations, qu'est-ce qui se passe avec mes enregistrements. Et donc c'est que dès que j'ai rappelé tout, c'est là où j'arrive sur la ligne d'exécution. Ah, là maintenant je sais quand je veux faire F5 pour continuer, je me rappelle qu'est-ce que c'est l'état de mes données. Qu'est-ce qui est différent avec du SQL? Du SQL, en fait, c'est pour moi, et je pense que pour vous, ça peut être beaucoup plus simple, parce que SQL, c'est rien que du texte. D'accord? C'est juste une chaîne de caractères. Et une très grande différence, pour moi,
pareil, avec SQL, je ne suis pas obligé de coder en dur toute ma chaîne, d'accord? Je peux bien paramétriser ma chaîne, je peux construire ma chaîne, donc plusieurs méthodes. Il y a une partie qui va construire la partie sélection, select, il y a une partie qui va construire la partie where, pour construire les filtres. Donc pareil, le code qui va construire la chaîne SQL, il peut être partout, d'accord? Donc vous pouvez dire que non, attends, sérieux, qu'est-ce que tu racontes? Pareil, tu seras obligé de parcourir plusieurs méthodes pour se rappeler qu'est-ce qu'il fait ta requête. Mais en fait, non. Parce que même si je construis ma chaîne dynamiquement un peu partout, au moment où j'arrive à exécuter ma requête, je vais voir la chaîne totale complète. D'accord? Donc, même en fait, moi je triche, et je mets un point d'arrêt sur la ligne d'exécution. Je m'en fous complètement comment c'était construit, même si ce n'était pas mon code, mais je ne suis pas obligé de comprendre le code de quelqu'un d'autre, le code de construction de la requête dynamique. Je mets un point d'arrêt sur l'exécution, et quand le debugger s'arrête, moi je vois le contenu de variable qui contient ma requête. Donc je sais qu'est-ce que je vais sélectionner, je sais bien tout de suite qu'est-ce que mes filtres, qu'est-ce qui sont mes filtres, comment je vais filtrer les enregistrements. Je sais bien est-ce que je vais trier, par quel champ, par quelle expression, je sais bien comment je vais limiter mes données, etc. Et donc, là, je suis d'accord, si vous avez l'habitude de KD, je vais utiliser SQL, ça peut être difficile de changer et dire « mais pourquoi je le fais en SQL? Moi, je peux faire le même truc en 4D, ça ne me gêne pas. » Essayez une fois, d'accord? Il faut juste essayer une fois. Et vous allez voir que, en fait, ça rajoute beaucoup de simplicité. Et j'insiste pas que il faut commencer tout de suite à utiliser SQL, mais partout. Moi, ce que je propose à mes collègues, même au tech support en interne, tout ce qui est les petites applications, les bases de démos, le prototypage, les petits bases pour les logs, les petits bases pour faire les statistiques, je toujours conseille à mes collègues de faire, essaye de le faire en SQL. Et tu verras tout de suite que, en fait, c'est beaucoup plus simple. Juste pour faire ton petit projet qui prend une petite journée, tu commences le matin, tu termines le soir pour faire une petite base de statistiques sur certaines infos. Tu fais quelques requêtes. Et bon, ils ont essayé, ils ont fait. Bon, ils ont dit, bon, écoute, j'ai passé une journée, j'avais fait une petite base où ça marche, mais bon, franchement, je pourrais faire la même chose en KD dans une journée. Donc je ne veux pas beaucoup d'intérêt. Par contre, j'ai eu plusieurs retours, plusieurs mois plus tard, où il y avait des collègues qui ont venu en disant que, écoute, c'est génial. Parce que j'avais besoin de modifier un peu les statistiques, je retrouve ma base, et en fait, je n'ai même pas besoin de relire mes méthodes. Je ouvre la méthode finale où j'exécute ma requête, et je vois qu'est-ce que c'est ma requête. Et donc, avant, j'ai filtré par certains paramètres. Maintenant, je vais filtrer autrement. Donc, il change une seule ligne dans la requête, il ferme la base, il génère les statistiques, il oublie. Voilà. Donc, il y a ce côté simple. C'est pour je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment ce côté esthétique de la langue d'SQL. Mais bon, ça paraît génial, ça paraît très bien, ça paraît très intéressant. Il y a toujours un petit quand même à la fin. Il y a un petit détail parce que à cause du fait que la requête SQL, en final, c'est une chaîne complète qui fait tout. D'accord? Donc, je fais ma requête qui va sélectionner, filtrer, trier, peut-être enlever certaines données, ça va peut-être grouper les données aussi. Mais tout ça, ça va exécuter tout de suite à la fois en one shot. D'accord? C'est toute la requête qui va être exécutée. Et effectivement, je suis d'accord, il y a un sacré avantage côté langage 4D ici, parce que avec nos commandes 4D, on a beaucoup plus de contrôle comment on va accéder aux données. D'accord? Donc imaginons que j'ai une table avec 10 millions d'enregistrements. D'accord? Je vais les filtrer, je vais les trier, et après je vais les afficher. Je le fais une fois. Vu qu'il y a beaucoup de données, une petite requête, ça prend 3 secondes, 4 secondes, 5, même 10 peut-être. D'accord? Donc c'est un petit moment quand même. Et après, l'utilisateur, il a dit « Ah ben non, en fait, je me trompe, j'ai filtré par lundi, par exemple. Moi, j'ai besoin de voir toutes les données pour un mardi. » Il a fait une erreur. Donc il va changer le filtre,
il a changé de lundi à mardi, il va refaire sa requête. Et après, il va retrier les données, parce qu'il faut que les données soient bien affichées en façon de trier. Et donc, là, c'est un petit problème avec SQL, parce que tout, il faut refaire de zéro encore une fois. Il faut tout refiltrer, il faut tout retrier. Donc, quand on a besoin de flexibilité au niveau d'affichage, ou peut-être on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est la tête de données avec laquelle on travaille, dans ce cas-là, effectivement, moi je pense que 4D peut être beaucoup plus flexible, beaucoup plus fluide en utilisation que SQL. Parce qu'avec 4D, on peut faire, imaginons, il y a 10 000 enregistrements. D'accord ? Donc l'utilisateur, il fait un petit filtre. Il fait un petit filtre, il voit qu'il avait 10 millions, maintenant il a 1 seul million. D'accord ? Mais quand même, il ne va pas afficher 10 millions d'enregistrements dans un listbox et il ne va pas se balader à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y en a trop. Donc il va voir qu'en fait, le filtre, il n'est pas assez fort. Je vais rajouter un petit détail pour essayer de filtrer un peu plus. Donc il va rajouter un filtre, ça va prendre moins de temps. D'accord ? Donc il va avoir, en final, il va avoir 10 000 enregistrements. Bon, ça c'est gérable. Il pourra les afficher. Et après, il va dire, bon, 10 000, j'ai tout ce qu'il faut au niveau de données. Par contre, il faut que je les trie. Il va les trier par date, par exemple. Il va les trier par date, mais il ne va pas trouver ce qu'il cherche. Après, il va dire, ouais, en fait, c'est pas la peine de trier par date. Moi, je vais faire plutôt trier par ville. Il va trier les données par ville d'utilisateurs. Donc là, en gros, il va découper en interne, bien sûr, point de vue d'interface, il fait les petites actions, il n'est même pas au courant de ce qui se passe avec les données. Mais derrière, au niveau des commandes 4D, on fait les toutes petites actions qui coûtent beaucoup moins cher que re-exécuter toutes les requêtes SQL, qui va tout filtrer, qui va tout trier, qui va tout préparer, qui va tout charger et tout ramener toutes les données à côté client. Donc là, il y a une certaine flexibilité qui est exposée par le langage 4D. Donc encore une fois, j'insiste, il n'y a pas vraiment de réponse qui est mieux, mais c'est juste cas par cas, il faut voir qu'est-ce que c'est vraiment. Dans ce cas-là, ce n'est pas le type d'application, plutôt c'est vraiment qu'est-ce que c'est la fonctionnalité de là sur le formulaire proposé à l'utilisateur. Même en interne dans KD, on a plein d'exemples comme ça. On peut avoir une application avec deux formulaires assez similaires qui, ça a l'impression que ça fait la même chose, sauf que derrière, dans un formulaire, il y a des choses qui sont implémentées avec 4D purement, et dans l'autre formulaire, il y a des choses qui sont implémentées assez similaires, mais il est fait en SQL parce que c'est plus facile. Comme exemple, si vous avez lancé la V15 déjà, si vous essayez d'ouvrir une base avec les versions précédentes, deux versions précédentes, au tout début, il y a cette dialogue qui propose que maintenant KD utilise les clés primaires partout, est-ce que vous voulez créer, blablabla. Donc vous cliquez sur OK, il y a un petit dialogue qui s'affiche, qui propose de créer les clés primaires, les indexer, etc. Donc le dialogue, c'est un dialogue classique KD qui ressemble aux autres dialogues de KD lui-même, sauf que derrière, c'est 100% SQL. Juste parce que Vincent, qui a implémenté ça, il a vu qu'il peut faire ça avec KD, il peut faire ça avec SQL, mais en fait, avec SQL, il y avait certains avantages parce qu'il a besoin de travailler avec la structure de la base, et donc pas de souci. Il y avait plein de dialogues déjà qui est fait dans KD, mais il a dit, dans ce cas-là, pour ce dialogue, dans cette application, moi j'utilise SQL. Et donc elle a fait ce dialogue-là qui gère donc KD, la conversion et rajoute des clés primaires et les indexations. Ça, c'est fait purement en SQL. Juste comme un exemple. Alors, ouais, un autre point que je trouve, mais bon, ça va avec ce que j'avais dit déjà, donc on ne va pas passer beaucoup de temps sur le sujet. Moi, je trouve que avec SQL, on peut dire beaucoup plus de choses en beaucoup moins de lignes de code. Et j'avais fait exprès de choisir les jointures externes. J'ai eu exactement la même réaction là, dans la session il y a une heure, en disant que tout le monde m'a dit que les jointures externes ne marchent plus dans KD. En fait, c'est plus le cas. En fait, effectivement, dans V14, il y avait des problèmes avec les jointures externes. Mais à partir de 15R3, ça marche. C'était un peu long, mais ça marche.
Et en 15 R4, les jointures externes remarchent encore, même mieux qu'avant et aussi vite qu'avant. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je parle de verbosity du SQL. En fait, ça, c'est juste une petite requête qui prend quoi, 4 lignes. D'accord. Mais ici, là, je fais une jointure entre deux tables avec une condition. Et si je veux, je rajoute une petite ligne pour ajouter encore une table avec une condition. D'accord. Et avec encore une ligne, je rajoute mon filtrage. Et donc, quand je vois ça sur l'écran de mon debugger, quand je trace, je trouve que c'est beaucoup plus petit, et beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus facile à digérer quand je vois le code, surtout si ce n'est pas moi qui ai écrit le code. D'accord. Donc, quand je vois ça, je comprends. Ah, là, tout de suite, tu fais jointure, deuxième jointure, tu filtres. D'accord, je comprends ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le code. Et après, bien sûr, pour trier, pour limiter, c'est juste quelques petits mots-clés et ça rajoute plein de choses à l'exécution. Alors, pareil, des fois on a de la choix, des fois on n'a pas trop de choix, quand on choisit soit SQL, soit 4D. Pour moi, alors ça, c'est les jointures externes, c'est assez intéressant parce que juste quand j'ai commencé à implémenter les jointures externes pour la première fois, j'ai posé les questions en interne à mes collègues qui codent principalement en KD, pratiquement tout le temps. Donc j'ai demandé comment on peut faire les jointures externes en KD. Il m'a répondu qu'en fait, c'est pas trop compliqué. On fait une petite boucle, on peut activer les relations automatiques. Et après, on peut détecter est-ce qu'il y a des enregistrements courants ou pas. S'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match. S'il y en a, c'est-à-dire qu'il y a un match. Donc on peut savoir est-ce qu'il y a des matchs ou pas. Donc c'est-à-dire on peut construire vraiment une jointure externe. Mais bon, il faut écrire une petite boucle. Logiquement, bien sûr, moi j'ai posé les questions suivantes en disant que écoute, moi j'ai 3 tables, j'ai pas 2, j'ai 3 tables. Donc si j'ai besoin de faire une jointure externe avec 3 tables, je fais comment? Et la réponse était il n'y a pas de souci non plus, tu fais une deuxième boucle, tu fais une boucle dans la boucle, c'est pas compliqué. Bien sûr, j'ai compris où on va aller, donc j'ai dit écoute, là, si j'ai 5 tables, je fais comment? La réponse était un peu pareille en disant que tu n'as pas trop de choix, tu fais 5 boucles. Donc, j'ai pas trop aimé leur réponse. Donc, personnellement, ici, là, je préfère, bien sûr, les requêtes SQL pour gérer mes jointures externes. Parce que, il est où l'exemple? Si on revient vers le slide juste avant. Donc, soit j'ai le choix, soit j'ai écrit une boucle de plus. Il faut gérer les conditions, il faut être sûr qu'il n'y a pas de petit souci, pas de petit problème, parce que chaque boucle, c'est du no-code, il faut être sûr que je teste bien chaque boucle. Donc j'ai le choix, soit je fais une boucle, soit je rajoute un mot-clé, d'accord? Je rajoute un seul mot. Je dis soit left ou right. Donc quand je suis présenté avec une choix comme ça, tu écris quelques boucles ou tu rajoutes un seul mot-clé. Moi je dis non. Je choisis un seul mot-clé et je dis left or right. Donc, il y a des fois, il y a des cas comme ça où ce n'est pas vraiment les conditions, ce n'est pas les types d'applications, ce n'est pas les conditions, c'est pas les conditions de matériel, ce n'est pas vraiment la logique d'application elle-même, c'est juste le fait d'écrire 20 lignes de code ou écrire un seul mot-clé. Voilà. Moi, je préfère écrire un seul mot-clé et avancer sur les autres algorithmes intéressants. Parce qu'écrire des boucles, ce n'est pas super intéressant. Et bien sûr, il y a des cas comme le pauvre Gary en Alaska, il n'a pas eu de choix, il était obligé d'écrire tout en SQL. Des fois, quand on veut travailler avec la structure de la base 4D, on veut bien modifier, on veut rajouter des tables, on veut supprimer des champs, on veut rajouter des index, on veut au runtime, on veut rajouter des relations supplémentaires. Donc, la plupart des choses comme ça, en fait, on ne peut pas faire avec un langage 4D. On ne peut pas créer une table. On ne peut pas supprimer une table avec un langage 4D. Donc, dynamiquement, on peut le faire uniquement avec SQL. Donc, ce n'est pas une question de choix, c'est vraiment, on est obligé d'utiliser SQL. Et j'ai vu, en fait,
Et j'étais vraiment surpris quand on a sorti MotorSQL en V11, tout le monde a dit « Ah, très bien, génial !» Et moi, j'ai cru que tout le monde va commencer à faire des selects, des inserts et des deletes. Et en fait, non. Parce qu'au summit, tout de suite après, tout le monde parlait uniquement des commandes create and delete table. Create, delete table, c'était vraiment le sujet de discussion. C'est là où on s'en fout de select, tu ne parles pas de select, tu nous expliques comment ça marche create and delete. Ça marche super bien, mais c'est juste qu'il ne faut pas oublier une petite détail qui est assez importante, c'est les versions de vos structures. Parce que, pareil, en 2008, je crois, tout le monde était hyper content qu'on peut créer maintenant et on peut supprimer maintenant des tables partout dans KDE. Donc ils ont sorti les premières versions de ces applications. C'était super bien. Et il y avait certains qui étaient tellement avancés qu'ils ont dit bah, c'est bien que moi, en tant que développeur, je peux créer des tables, mais moi, je sais que mes utilisateurs, ils sont suffisamment intelligents. Eux-mêmes, ils peuvent envisager de créer des tables supplémentaires pour stocker ces données supplémentaires. Ils ont créé des formulaires dynamiques. Donc, ils ont laissé les droits à l'utilisateur de créer des tables supplémentaires pour dire, bah, écoutez, si vous voyez un nouveau problème, vous pouvez créer une table à part, et stocker vos données là-dedans. Il y aura certains formulaires automatisés pour chercher, pour trier, etc. Super, ça a bien marché, l'utilisateur était super content. Donc les développeurs continuaient à travailler sur la deuxième version, ou troisième, quatrième, etc. de ces applications. Donc ils ont rajouté plein de nouvelles fonctionnalités, ils sont venus chez le client en disant que ben, là, voilà, il y a une année qui est passée, moi je suis prêt à mettre à jour votre application. Il y a plein de nouveautés. Vous ne devez pas regretter, il faut vraiment mettre à jour parce que j'ai rajouté pas mal de choses. Donc il remplace la structure, et le client il pleure. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a créé avec ses tables à lui, c'est perdu. Les données sont là, sauf qu'il n'y a plus de structure. Parce que quand on remplace l'ancienne structure qui était modifiée avec la deuxième version, on est mort, on a perdu toutes les modifs d'utilisateur. Donc un petit détail, pour l'instant, ce n'est pas optimisé, d'accord. On ne vous donne pas des outils pour récupérer automatiquement les modifications d'utilisateurs, les exporter, importer votre nouvelle structure et appliquer de nouveau les modifications d'utilisateurs. Donc pour l'instant, ça, il faut faire à la main. Mais franchement, ce n'est pas hyper compliqué. Il y a des commandes super faciles à utiliser qui exportent la structure de la base. Donc vous pouvez savoir qu'est-ce qui est rajouté par l'utilisateur facilement. Et après, vous pouvez mettre à jour version 1 de version 2, N plus 1, et réappliquer les modifications d'utilisateurs. Et donc, on n'a pas le temps de parler de ça, mais c'est pas grave, c'était pas le sujet le plus important. Ça non plus. Voilà. Moi, je veux quand même dire quelques mots sur les views SQL. Quand on a fait les views SQL en V13, je pense, c'était la version 13, moi, j'ai proposé un nom terme, mais bon, ça n'a pas accepté, dommage. Moi, j'ai proposé de renommer 4e dimension en 5e dimension. Franchement, pour moi, les vues SQL, c'est ça, ça rajoute une dimension de plus à vos données. Juste quelques mots sur le... Vous savez bien que quand on a besoin d'implémenter une application, on imagine tout de suite les données qui vont avec. D'accord ? Donc, tous les business objets, toute la logique d'application, c'est décrit par la structure de données. Mais KDE reste quand même une base relationnelle. C'est-à-dire, quand on crée nos tables, quand on gère nos données, on est obligé de normaliser nos tables principalement pour éviter la duplication de données, pour être sûr qu'il n'y a pas de données perdues, pour être sûr que on peut retrouver toutes les données facilement, on peut tout indexer bien. On est obligé de normaliser les données. Donc, on sépare les objets logiques, les notions logiques, les notions de business qui va avec l'application, on les sépare dans les plusieurs tables. L'exemple classique qu'on trouve dans tous les livres qui expliquent SQL, on a une table des employés et on a une table de département. Et donc, chaque employé, il travaille dans un département. D'accord ? Donc, point de vue normalisation, ce n'est pas conseillé de garder les départements avec les employés parce qu'on va dupliquer pas mal d'informations. Donc, on a une table à part pour le département et une table à part pour les employés. Sauf que, la plupart du temps, quand on a besoin d'afficher des infos dans les formulaires, on va quand même prendre
les informations de deux tables, on va les merger, on va faire une jointure, et on va afficher les noms d'employés et les départements côte à côte. D'accord? Ils vont toujours ensemble. Donc, c'est quand même pas logique qu'il y a ce petit objet employé plus département, et quand je code, je pense toujours à ces deux choses ensemble, sauf qu'au niveau de la structure, c'est toujours à part, c'est deux tables à part. Donc, à chaque fois, dans le code, je suis obligé de faire... Alors, d'abord, je fais une jointure, et après, j'affiche mes données. D'abord, je fais ma jointure, et après, j'affiche mes données. Donc, c'est du code répétitif, c'est du code... En gros, j'essaie toujours d'éviter d'écrire du code qui n'est pas intéressant. J'essaie toujours d'écrire les algos intéressants, ou je ne sais pas comment ça marche, de trouver de nouvelles choses. J'aime pas de juste répéter le code. Et ici, là, les vues SQL sont géniales, parce qu'ils nous permettent de reconstruire les objets business de l'application sans perdre la normalisation des données. D'accord? Donc, par exemple, dans cet exemple-là, on peut vraiment déclarer un vue sur la jointure. On crée une jointure et en gros, un vue, c'est juste une table virtuelle. D'accord? C'est une table qui n'existe pas sur le disque. C'est une table qui n'existe pas dans la structure de données. C'est une table, en gros, c'est une table dans mémoire. Une fois déclarée, la table existe, elle est accessible comme une autre table. D'accord? Elle est accessible par contre uniquement avec SQL, pas avec langage KD. On ne peut pas faire square brackets et le nombre de vues, ça ne marche pas dans le langage KD. Mais on peut quand même accéder à cette table virtuelle en faisant des requêtes SQL. Et donc une fois que je déclare la jointure employé plus les départements, j'oublie que tout en bas, c'est normalisé, c'est séparé dans les deux tables. J'ai accès à mes objets business. J'ai l'habitude de te penser dans la logique d'application, donc je préfère travailler avec mes données comme si c'était vraiment les données d'application. Je n'ai pas besoin de savoir qu'en fait, sur disque, c'est séparé dans deux tables à part. Et on a 5 minutes, on n'a pas le temps, mais c'est pas grave. Voilà. Je voulais juste, à la fin, je voulais quand même réitérer sur une chose qui est super importante, et j'ai déjà parlé un petit peu au début, parce que SQL reste quand même one shot, c'est-à-dire même si j'ai plusieurs requêtes à faire, c'est une requête après l'autre. D'accord? Je n'ai pas de moyen dans notre implémentation de rajouter de la logique supplémentaire entre mes requêtes. D'accord? Si je demande de filtrer et trier, ça va être filtré et trier en même temps. Je ne peux pas faire ça conditionnel. D'accord? Je ne peux pas dire, je vais quand même filtrer, mais ça dépend sur les résultats de mon filtre. Est-ce que je trie ou pas? D'accord? Ça, je n'ai pas de moyen de faire ça en SQL, du tout. Et avec 4D, avec langage 4D, par contre, je peux changer l'état de mes sélections, l'état de mes tables, l'état de mes données à ma propre volonté, au moment où je veux. D'accord? Donc si j'ai décidé que j'ai besoin de filtrer, je vais filtrer. Et donc, quand je vois le résultat du filtre, c'est là où je vais décider, alors est-ce que je vais trier, ou est-ce que je vais filtrer encore plus, ou peut-être je vais complètement abandonner la requête parce que ça n'a pas de sens et les données ne sont pas du tout ce que j'attendais. Donc, ce côté-là, il ne faut pas oublier que ça, on peut avoir uniquement avec du langage 4D. Donc, en gros, j'ai quand même 2 minutes de plus, on a 3 questions, ouais, on a le temps pour 3 questions. Donc, c'est juste que je veux insister encore une fois que, en gros, il n'y a pas de bataille entre KD et SQL, d'accord? Il n'y a pas de question qu'est-ce qui est mieux en général. C'est juste les questions, tout simplement, qu'est-ce qu'on est plus à l'aise avec et où on va faire moins d'efforts pour faire la même chose. Donc, pour moi, le message, c'est vraiment ça. Ok, merci.